À la une de l'actualité, aujourd'hui, ces perles acides de plus en plus absentes des étals, les citrons verts se font rares. En Guadeloupe, c'est à une maladie bien spécifique que l'on doit leur désertion et avec l'augmentation des prix. Marcher sur des catwalks, faire des photos dans les plus belles tenues possibles, voilà le rêve des jeunes candidates au casting Elite Model. Ce matin, elles ont été scannées par des professionnels à la recherche de la fille idéale dans les allées de la Galeria. 20 ans après sa mort, Paul-Émile Victor est plus que jamais au goût du jour. Sa passion de l'aventure et son audace ont fasciné les élèves de Grand-Rivière qui lui ont rendu hommage hier sur le Dumont-d'Urville. Enfin, quand les meilleurs jeunes basketteurs de France rencontrent les meilleurs jeunes de Martinique, hier soir, le hall Pellière-Donatien a été le théâtre d'une rencontre haute en couleur et où la sélection martiniquaise n'a pas démérité. Et puis on parlera avec notre invité du festival du film documentaire Les Révoltés de l'Histoire, une 6e édition qui commence demain et dont on parlera avec le président de l'association Protea, organisatrice de l'événement. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer tous les titres que je viens de vous donner, on commence ce journal par une bonne nouvelle, ça fait du bien. Après 2 jours de recherche, Didier Caffé, l'homme de 85 ans qui avait disparu dimanche, a été retrouvé ce matin. Un soulagement immense pour ses proches et ses voisins qui avaient ratissé avec la gendarmerie la zone de Lens-Grosse-Roche notamment, où il avait été vu pour la dernière fois. Écoutez le récit du commandant adjoint de la gendarmerie du Marin. Il raconte le déroulé de ses recherches à Océlia Cartès et Elodie Toto. Il a été retrouvé ce matin sur le secteur de Cap-Macré par une personne en fait, qui se transportait sur le secteur. Il a remarqué une personne assise sur une branche en lisière de bois. Il le connaissait déjà, donc il lui semblait le reconnaître. Il s'est arrêté, ça s'est confirmé. À partir de là, il a appelé la gendarmerie. Nous nous sommes déplacés. Nous avons confirmé aussi qu'il s'agissait bien de M. Caffé. Nous avons fait appel aux pompiers pour qu'il soit pris en charge médicalement, puisque bon, il était quand même un peu déshydraté, un peu perdu, il ne savait plus trop où il était. Donc voilà, et après il a été hospitalisé sur la Ménard à Fort-de-France. On représente un vol d'oiseau, c'est pas une grande distance, il était à 1 km 250 à peu près, mais c'est surtout la topographie des lieux, c'est du relief, c'est assez escarpé, plus une végétation des fois qui peut être assez dense, des feuillus, des épineux, qui n'est pas toujours évidente pour se déplacer. Voilà pour la bonne nouvelle du jour. Au chapitre social maintenant, Servichef reprend du service, encore une bonne nouvelle. Après 2 jours sans repas, les écoles du Sud pourront à nouveau être livrées. Les salariés affiliés à l'UGTM ont signé à l'instant un accord avec leur direction. Les jours de grève ne seront pas payés et les blâmes ne seront pas retirés, mais le salarié concerné sera reçu par la direction et le délai de survivance des anciens accords d'entreprise vont être prolongés. Les repas, quant à eux, seront livrés dès ce soir. Un conflit se termine, mais les autres continuent. Bientôt 1 mois que les employés de la mutuelle UFR affiliés à la CGTM-FSM sont en grève. Pour se rappeler au bon souvenir de la population, ils ont donc rebaptisé le lieu de leur piquet de grève ce matin. Ils y ont même inauguré une plaque, symbole de leur lutte syndicale. Une manière originale de faire savoir que les négociations entamées n'ont toujours pas mené à un accord. Je vous propose d'écouter cette réaction recueillie par Océlia Cartès et Elodie Toto. Cette plaque a été offerte par un adhérent, donc ce matin nous l'avons inaugurée. C'est le symbole de la grève et après aussi elle va rester là. Jusqu'à maintenant, nous sommes toujours au même point, rien n'a évolué. Malgré les différents rendez-vous auprès de l'inspection du travail, la revalorisation des salaires, le respect des IRP, les conditions d'hygiène de travail et de sécurité au travail, et puis l'harcèlement moral et psychologique. L'employeur avait mis en place un système où tout un chacun se regardait et avait peur. Et donc le 23 mars, on a dit qu'il faut arrêter avec ça. Et donc les chaînes l'ont pété, nous toutes là, nous ensemble, nous contents, et puis nous qu'a découvert qu'on nous, il a belle. Et pour ce qui est des autres mouvements, le conflit de la fourrière départementale n'a pas bougé d'un iota. Du côté des bus, une nouvelle médiation a eu lieu cet après-midi entre les représentants de la CSTM qui mènent la grève et la direction de la Sotravom. Elle est encore en cours et aucun accord ne s'est dégagé pour le moment. Enfin, depuis lundi, l'association La Sainte Famille est également en grève, un mouvement mené par les salariés affiliés à Force ouvrière qui réclament le respect des accords signés, la révision du planning de travail, les revalorisations de salaire et une
une gouvernance plus claire, entre autres. Les négociations sont en cours et elles seraient, a priori, selon les syndicats, en bonne voie. Un œil maintenant sur la route avec cet accident entre le Vauclin et le François. Le conducteur d'un camion nacelle a visiblement perdu le contrôle de son véhicule qui s'est couché sur le flanc. Légèrement blessé, il a été rapidement pris en charge. S'en est suivi en revanche un très long embouteillage dans les deux sens de circulation. En tout cas, il a été secouru très rapidement également par un autre automobiliste qui était là et qui répond à Julien Goudichaud. Écoutez-le. J'ai entendu un bruit terrible, alors j'ai laissé mon poste et puis je suis venu. J'ai vu qu'il était conscient, donc alors j'ai cassé la vitre et puis je l'ai fait sortir de la voiture. On a quand même appelé les pompiers puisqu'on ne sait jamais. Et il a eu beaucoup de chance parce que vraiment, heureusement qu'il n'y avait pas de passagers de l'autre côté. Et puisqu'on parle d'accident de la route, l'enquête sur celui de dimanche dernier aux Trois-Îlets progresse. Souvenez-vous, 2 jeunes à bord d'un scooter sans casque et sans lumière avaient percuté une voiture. L'un des 2 jeunes, âgé d'à peine 16 ans, est décédé sur le coup. Sa veillée a lieu ce soir. Ses obsèques sont prévues demain. Son passager, gravement blessé et semble-t-il hors de danger. Le conducteur du véhicule, en revanche, a été placé en détention provisoire. Selon les enquêteurs, il était sous l'empire d'un état alcoolique lors de l'accident. Au moment du choc, il effectuait un dépassement avec son véhicule non assuré. L'homme avait d'ailleurs été, semble-t-il, déjà arrêté pour conduite en état d'ivresse. Parlons maintenant de la hantise des web sceptiques. Depuis lundi, l'Assemblée nationale examine la possibilité pour les renseignements généraux d'avoir accès à nos données personnelles sur Internet sans notre autorisation préalable. Un nouvel outil de surveillance antiterroriste qui n'a pas été préparé dans l'urgence, selon Manuel Valls. Mais si le Premier ministre tente de rassurer, l'inquiétude grandit quand même. Alors, qu'en pensent les Martiniquais? Est-ce un procédé liberticide? Océlia Cartès et Elodie Toto vous ont posé la question. Mes données sont personnelles, je ne vois pas pourquoi il faut que ce soit que le gouvernement aille dedans. Non, vraiment pas. Il y a des choses qui restent personnelles. Je pense qu'ils vont pouvoir trop rentrer dans les trucs des gens et contrôler. On sera comme, je sais pas, esclaves, je sais pas moi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de, il y a plus d'intimité quoi. On sera contrôlé à tous les coups. S'il y a des gens qui doutent ou qu'il y a des gens qui font des fautes, ça j'en conviens. J'en conviens qu'on peut directement entrer et voir. Ça oui, mais si les gens n'ont rien fait, je ne vois pas quel est le problème. Pourquoi l'État doit entrer dans la vie privée des autres? Qu'est-ce qu'on a caché de nos gens? Nous sommes vus par des satellites. Nous parlons là, en ce moment nous sommes vus par des satellites. Pourquoi l'État ne devrait-il pas s'en mêler? Ça ne me dérange pas, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas d'envie de terrorisme, je n'ai pas envie de me battre avec qui que ce soit dans le monde. Au contraire, on a dit faites des ponts, faites des ouvertures, démolissez les murs. On a bien détruit celui de Berlin, pourquoi pas les murs de maintenant? Le mur d'Internet, il faut le laisser ouvert. Et pour Internet, comme pour les transports, les bâtiments et tout ce qui fait notre quotidien, nous avons besoin d'énergie. Et pour accompagner la transition vers une énergie plus propre dans notre île, certains partenaires sont capitaux. C'est le cas de l'Europe. Demain, tous les acteurs de l'énergie et les spécialistes de la Commission européenne seront ici, à l'hôtel La Batelière, pour le sommet de l'énergie en Martinique. Un rendez-vous dont nous parle le président du syndicat mixte d'électricité de la Martinique. Il répond à Anouchka Flieler et Marie Tricot. La Martinique est une île et nous avons des ressources naturelles non exploitées aujourd'hui qui ne pourront jamais être complètement au service du problème de l'énergie à la Martinique, mais qui peuvent y contribuer de façon sensible. C'est-à-dire c'est la mer, c'est l'énergie thermique, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie éolienne, et c'est ce qui peut être fait dans les bio et autres. L'Europe y est impliquée à travers un programme 2020. Il y a des sommes importantes, 6 milliards d'euros, qui ont été mises à disposition de tous les États européens sur des projets, des programmes pour lesquels il y a des lignes budgétaires ciblées, notamment dans le domaine de l'énergie. Partons maintenant faire des courses et réaliser qu'il est bien difficile de trouver des citrons verts. Depuis plusieurs semaines, ils se font rares dans les grandes surfaces comme au marché. En Guadeloupe, le constat est le même. En cause, le citrus greening, une maladie qui fait des ravages dans les vergers de l'île Sœur. Et puisque tout ce qui est rare est plus cher, les prix des citrons du pays, en tout cas, ont flambé, évidemment, au profit, en tout cas, de leurs concurrents importés. Le reportage de Linda Kayersi.
Dans ce marché de Pointe-à-Pitre, pas un citron aux côtés des bananes. Cela fait plusieurs semaines que Nicole n'a pas vendu le petit agrume vert, le citron qui, dès qu'il fait son apparition sur les étals, se vend à prix d'or. Il y a des personnes qui vendent les kilos de citron en gros à 6 €, 7 €. Regardez, si on achète à 6 €, obligé de vendre à 7 €. Si on paye les 7 €, il faut vendre à 8 € aussi. Le citron se fait rare aussi dans les supermarchés. Ici, seuls les citrons jaunes sont pour l'instant en vente. Le consommateur, quant à lui, reste fidèle à son agrume vert et s'adapte. Je presse le carambole aussi sur le poisson, la viande, tout ce que j'en ai. Et ça me sert du citron. Le vinaigre ne remplacera jamais le citron. Par exemple, le vinaigre, on ne prendra pas un petit punch avec du vinaigre. Pas de citron donc pour l'apéro et en cuisine. Et c'est la faute au citrus greening, une maladie des agrumes qui ravage les vergers de l'île. Il n'y a pratiquement plus de citron sur l'île et pratiquement plus d'agrumes, ou en très faible quantité. Un deuxième point, c'est en Guadeloupe, la saison du citron se fait à partir du mois de mai-juin. Donc nous sommes hors saison actuellement. Et un troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'import. Donc sur tout l'hémisphère nord pratiquement, on a les mêmes saisonnalités. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour les producteurs d'agrumes, mais aussi les consommateurs friands du citron local. Retour en Martinique où l'on apprend aux plus jeunes à aller au bout de leurs rêves. C'est l'exemple qu'a laissé l'explorateur Paul-Émile Victor, décédé en 1995. Un aventurier, ethnologue, écrivain, fondateur des expéditions polaires françaises durant près de 30 ans. Il a été également le patron. Un monument donc dont le corps a été immergé dans l'océan Pacifique depuis le navire Dumont d'Urville. Pour marquer les 20 ans de sa mort, puisque nous sommes en 2015, le navire, actuellement en Martinique, lui rend hommage. L'occasion d'accueillir à bord des écoliers de Grand-Rivière qui ont travaillé toute l'année sur ce personnage, un homme téméraire, d'autant plus proche d'eux qu'il avait séjourné dans l'extrême nord martiniquais. Le reportage d'Isabelle Ferrière. Des enfants à bord du Dumont d'Urville, ce navire de guerre destiné au transport de matériel et de troupes militaires, un moment d'échange et de découverte exceptionnel. Le temps des bateaux de la Marine nationale à la mer sont comptés. Voilà, on fait beaucoup d'opérations, d'exercices, d'entraînement. Et on n'a pas forcément beaucoup de temps dans nos emplois du temps pour permettre de faire des activités de rayonnement pareilles à la mer. Là, on a voulu prendre ce temps parce qu'on jugeait que c'était très important. Et donc, on a accueilli très volontiers aujourd'hui les habitants de la commune de Grand-Rivière, les élèves, pour cet hommage. Il ne s'agit pas d'une sortie scolaire classique, mais d'un hommage rendu à Paul-Émile Victor, disparu il y a 20 ans. Tous ces enfants viennent de Grand-Rivière, une commune où l'explorateur a séjourné plusieurs semaines en 1940. Depuis décembre, il travaille sur un projet pédagogique autour de la vie du scientifique. L'idée était de lui rendre hommage et à travers ce projet d'hommage, de faire découvrir aux enfants la Terre Adélie, les terres australes et aussi la base scientifique qui est Dumont d'Urville ainsi que celle de Concordia. Paul-Émile Victor, cet aventurier des terres australes, était un homme d'action, bien déterminé à vivre ses rêves. Un modèle pour ces jeunes. Il a fait beaucoup de choses. Il a aidé les Esquimaux, tout ça. C'est un modèle parce qu'il a montré qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut et qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Vivre ses rêves, ce que tu veux faire, tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas, tu ne vas pas réaliser ton rêve. Faire de la plongée sous-marine, comme on est allé en Antarctique, faire des recherches comme lui. Rendre hommage à cette figure du XXe siècle à bord du Dumont d'Urville, ce n'est pas un hasard. C'est un bateau qui a été construit à Rouen. Rouen où partait Paul-Émile Victor lorsqu'il a créé les expéditions polaires en 1947. Donc Rouen était une base de départ des expéditions polaires. Et le Paul-Émile Victor avait demandé à la marine que ce navire soit le dernier navire de sa vie, puisqu'il avait demandé que son corps soit émergé au large de Bora Bora lorsqu'il nous dirait au revoir. Ces enfants se rappelleront longtemps de cette journée, et bien plus encore des aventures de Paul-Émile Victor. Un très joli reportage signé Isabelle Ferrière. Devenir princesse, chanteuse, actrice et pourquoi pas mannequin. Voilà une dernière ambition qu'Elite Model Look espérait réaliser pour quelques jeunes martiniquaises. Aujourd'hui, dans le hall de la Galeria, certaines ont tenté leur chance pour devenir les reines du catwalk. Une sélection pour le moins difficile à laquelle a assisté Volana Razafi Manansoa. Visage tendu, concentré, certaines passent leur premier casting, d'autres ont déjà eu l'occasion de se confronter à des professionnels de la mode comme Alizé. Sa maman est là pour l'épauler.
À partir de 14 ans, elle a commencé à faire des petits défilés, des petites choses comme ça. Elle a déjà passé un premier casting qui s'était pas trop mal passé. Donc tout bonnement, elle veut continuer parce qu'elle aime ça. Elle aime bien présenter des vêtements, elle aime bien s'habiller. Moi, j'ai aucun souci avec ça du moment qu'elle n'oublie pas qu'il y a les études en parallèle, tout simplement. Pour Alizée, la tête sur les épaules, être mannequin, c'est un rêve éphémère. Si elle est là aujourd'hui, c'est avant tout pour se mesurer aux autres filles. Ben oui, pourquoi pas devenir une grande mannequin, mais bon, ça dure pas longtemps. Donc après, c'est éducatrice spécialisée, mais ça m'intéresse beaucoup. Mallory, elle, est déterminée à faire carrière dans le mannequinat. C'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Défiler, devenir mannequin, entrer dans la mode, rencontrer des stylistes. J'ai un caractère combattant qui peut m'aider vraiment à entrer dans le mannequinat, vu que c'est un secteur difficile. Mallory a déjà passé la première sélection, défilé devant l'œil aguerri de Valérie, organisatrice du concours ici en Martinique. Une sélection difficile, les jeunes filles doivent mesurer plus d'1,72 m et avoir moins de 22 ans. Valérie cherche surtout la perle rare. Tout dépend effectivement de la personnalité de la fille, de sa beauté. C'est pas forcément une beauté extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire, mais si on peut avoir une fille un peu moins belle, qui a une forte personnalité et qui va dégager quelque chose. Après, c'est justement les gens d'élite en métropole en fait, qui font un choix et qui, eux, ont vraiment un œil averti. Mais est-il vraiment possible de trouver la perle rare en Martinique alors que des top modèles noirs comme Naomi Campbell ou Iman Abdul-Majid dénoncent un racisme ambiant chez les créateurs et dans les podiums? Pour Valérie, toutes les couleurs de peau peuvent être représentées aujourd'hui. Là, on a communiqué sur Cora Emmanuel, qui est une Martiniquaise d'ailleurs, qui fait une très belle carrière aujourd'hui. Elle n'est pas métropolitaine, donc je veux dire, il y a une place pour les mannequins en fait asiatiques, de couleurs, je veux dire, antillais ou plus foncées, métisses, etc. En tout cas, les jeunes filles présentes croient en leur chance. Je veux ressembler à mes modèles, un peu comme Israël Arto ou Naomi Campbell, Tyra Banks. Ce sont des femmes vraiment extraordinaires, elles ont du caractère, c'est vrai. Pour moi, aujourd'hui, être femme noire, c'est un atout pour me démontrer des autres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si elles sont sélectionnées après leur passage en Martinique, prochaine destination pour les gagnantes, la Guadeloupe, dans une dizaine de jours. Mettons maintenant les grands hommes en avant. C'est un peu ça l'ambition de l'association Protea. Depuis 6 ans, elle présente chaque année son festival Les Révoltés de l'Histoire, un festival qui mêle films, documentaires et musique et qui, chaque année, donne un coup de projecteur sur des personnalités courageuses, des noms qui ont marqué l'histoire. On en parle avec notre invité. Bonsoir Frédéric Thiraud de Saint-Louis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Protea qui organise donc ce festival. 6e édition, je le disais. Le thème cette année, des sports et des luttes. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que, en fait, le sport chez les afro-descendants, c'est complètement couplé avec l'histoire, avec les luttes, avec l'émancipation, avec la culture. Et donc, c'était important de revenir sur ce thème-là, que peu de gens connaissent, et pourtant il y a une image importante, c'est les 2 médaillés de Mexico qui ont levé le poing, et c'est une image qui a fait le tour du monde, et on a voulu un peu savoir ce qu'il y avait derrière l'image. Alors parmi les films présentés, il y a bien sûr Muhammad Ali, The Greatest. C'est d'ailleurs le film d'ouverture. Il sera présenté demain soir à 18h30 à La Région. Je vous propose d'en regarder un extrait et on en discute juste après. Alors, on a vu cet extrait du film donc, qui sera présenté demain soir à La Région. Vous avez dû en voir des films quand même pour faire une sélection, des centaines au moins?
On en a vu beaucoup, mais on savait ce qu'on cherchait. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de retrouver un petit peu les grands héros noirs, donc ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire des luttes des droits humains contre le racisme. Et donc, on voulait absolument avoir Mohamed Ali, Jesse Owens, donc les Jeux de 36. On voulait avoir Jack Johnson, premier champion du monde de boxe, etc. Donc, on avait des gens comme ça qui étaient vraiment incontournables. On voulait Lilian Thuram pour montrer un sportif, disons, français qui s'est engagé contre le racisme dans les stades. On voulait aussi traiter de l'aspect culturel parce qu'effectivement, le sport est complètement lié à la culture, à l'expression des afrodescendants. On pense au Brésil, c'est comme les communautés marrones qui ont lancé la capoeira et qui se sont exprimées par la capoeira. Ici en Martinique, c'est le damier. Ouais. Donc on voulait absolument avoir un film sur le damier. Après, on a cherché aussi des destins un petit peu particuliers, des gens comme cette boxeuse de Zambie qui est championne du monde, qui est femme et qui est par le sport une émancipation dans la société. Donc il fallait trouver un peu tous ces registres. Donc finalement, il n'y a pas tant de films que ça parce qu'on savait où on voulait aller. Et vous saviez exactement où les chercher surtout. Après, il a fallu négocier, etc. C'était compliqué. Il y a, par exemple, le film sur les deux athlètes de Mexico, Tommy Smith, il n'y a qu'une version anglaise. C'est un film qui est fait par les Australiens. Donc, on a essayé de voir, etc. Et finalement, on n'a pas pu le programmer parce qu'il n'y a pas de version française. Donc, c'est aussi la difficulté. Comment, au départ, vous vous êtes dit, tiens, on va créer un festival du film documentaire En fait, nous, c'est une longue histoire parce qu'on fait ce festival Héritage d'Histoire à Paris et on le fait à Saint-Denis de la Réunion. Mais la Martinique, c'est le plus ancien des trois. Et en fait, c'est né au moment du décès de Aimé Césaire. Un an après, je parlais avec les gens de la ville de Fort-de-France qui voulaient faire quelque chose pour, disons, continuer à diffuser l'esprit d'Aimé Césaire, rendre la culture accessible à tous. Et donc, on s'est dit, un festival documentaire, ça permet d'échanger sur des thèmes et d'amener la culture au plus grand nombre. Alors, ce festival a justement la particularité d'amener la culture au plus grand nombre dans les communes. Donc, vous allez à Fort-de-France, bien sûr, aux Anses-d'Arlat, à Sainte-Marie, Sainte-Luce et au Carbet. C'est important, cette dimension c'est essentiel. Je dirais que c'est essentiel. C'est-à-dire que ce festival n'existerait pas s'il n'était pas dans toute la Martinique. Parce qu'il y a cette volonté, je vous le disais, par rapport à la diffusion de la culture. C'est-à-dire que Fort-de-France, ça serait simple de faire ce festival à Fort-de-France. Il n'y aurait pas de difficulté à remplir une salle de 200 places. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'aller vers les gens qui n'ont pas accès tous les jours à la culture. Et donc, on est allé à Basse-Pointe, on est allé au Gros-Mort, on est allé dans plein d'endroits, Morne-Rouge, qui sont des endroits où la culture n'est pas présente tous les jours. Et donc ça, nous, on est très fiers de ça parce qu'on va en commune. Il y a une partie animation musicale qui va de pair avec la diffusion du documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez insisté sur ces mini-concerts ? Moi, je pense que les gens qui viennent, ils viennent d'une soirée, ils viennent pour un événement. Donc, ils ont une première partie musicale en rapport avec le film, ils ont un film, ils ont un débat et un verre de l'amitié. Et en fait, c'est un moment qu'on partage ensemble, un moment de convivialité où il y a la musique, il y a le cinéma, il y a le débat et il y a le verre de l'amitié. Donc c'est très important et on essaie de faire des correspondances. Par exemple, sur le film de Jack Johnson, on aura, Jack Johnson, c'est un boxeur champion du monde 1908, donc c'est la grande époque du blues. Donc on a demandé à des artistes martiniquais de nous faire un répertoire de blues. Voilà, donc tout est un peu lié comme ça pour la soirée Brésil de la clôture. Il y aura la capoeira, bien évidemment, damier, évidemment. Voilà, donc c'est important de faire des liens parce qu'en fait, la musique, c'est aussi un vecteur d'expression des afrodescendants. Et nous, on est vraiment dans cette lignée-là. Tout ça gratuitement. Où est-ce qu'on peut trouver le programme ? Alors, le programme, on peut le trouver dans les stations-service, dans les librairies, dans les centres commerciaux, et puis sur notre site internet, www.association-protea.com. Et puis, il y a un numéro de téléphone qui est le 0696 299 562. Voilà. Le message est passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien. Donc je rappelle rapidement les dates quand même de ce festival documentaire. C'est de demain jusqu'au 25 avril et on en parlera de toute façon dans nos prochains journaux avec un extrait de film. En tout cas, on essaiera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez donc sur ATV avec nous. Dans un instant, on ira au Morne des Esses voir comment on travaille les fibres végétales pour faire des jolis objets, n'est-ce pas? Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite au Diamant à la découverte de l'espace muséographique, une caverne d'Ali Baba pour les nostalgiques du XXe siècle. Ce
sera tout à l'heure. Mais avant, remontons le temps jusqu'au XVIIe siècle dès demain. Et jusqu'à samedi soir, le théâtre Aimé Césaire présente Célimène et le Cardinal, une pièce signée Jacques Rampal et mise en scène par Pascal Faber, qui se propose comme une suite du Misanthrope de Molière. Sur scène, Pierre Azéma, un cardinal, donne la réplique à Gaëlle Billaud-Dano, une Célimène si époustouflante qu'elle a été nommée au Molière pour ce rôle. Julien Goudichaud a assisté à leur répétition ce matin. Regardez. Vous pourrez revenir? Cher ami, là, vraiment, vous me faites plaisir. Moi qui avais si peur en arrivant chez vous. Peur de quoi? Je ne sais. On ne peut être que ravi que Gaëlle soit nommée en tant que révélation masculine, même si féminine, pardon, même si pour nous ce n'est plus une révélation, elle est confirmée depuis bien longtemps maintenant. Et elle forme avec Pierre Azéma qui joue le rôle d'Alceste, donc le cardinal, un duo charmant et détonnant. Si, j'ai dû tenir des propos malheureux. À peine veniez-vous d'arriver en ces lieux que je vous harcelais sans la moindre réserve de questions déplacées. Autrefois, votre verve et votre franc-parler, quoique déconcertant, charmaient toute la cour. Oui, c'était le goût. C'est des personnages qui sont intenses, qui sont riches. Et c'est en ça que la suite est réussie, c'est qu'il n'a pas fait une suite bateau, comme on pourrait dire. Il y a tout un aspect comique dont parlait Pascal tout à l'heure et qui est très important et qui est très agréable, parce que ça réagit beaucoup dans la salle et ça fait beaucoup rire. Et puis à côté de ça, il y a le côté fou d'Alceste, le côté intolérant. C'est une femme que moi j'adore parce qu'elle est très en avance sur son temps. C'est une femme moderne, elle défend des valeurs d'indépendance, d'autonomie, de pensée, de faire. Et vous allez payer le prix fort, foi de Torquemada. Non, Alceste, attendez, oublions tout cela. Trop tard. Non, attendez juste un mot. Pas question. Monseigneur, à genoux, je demande pardon. Voilà, ce sera donc demain, vendredi et samedi soir à 19h30 au théâtre Aimé Césaire. Un peu de sport à présent avec du basket à l'occasion de sa tournée aux Antilles. La sélection de France des moins de 18 ans, baptisée CFBB pour Centre fédéral de basketball, a rencontré la sélection de Martinique hier soir. Sur le parquet du hall Péliard-Donatien, nos jeunes n'ont pas démérité. Ils ont même caressé le doux espoir d'intégrer, pourquoi pas, une équipe de France, une formation nationale qui compte déjà plusieurs Guadeloupéens, mais pas encore un seul Martiniquais. Voyez plutôt le reportage rythmé de Guillaume Bacoul et Michelet François. Si tout le monde du basket martiniquais s'était donné rendez-vous pour ce match de gala, la présence des jeunes sportifs du pôle n'est pas passée inaperçue. Il faut dire qu'ils avaient l'occasion d'admirer et de rencontrer ces basketteurs qui partagent le même rêve, même si eux le touchent déjà du doigt. Une formidable opportunité pour la Ligue de Martinique de créer l'émulation parmi ses troupes. Là où on est particulièrement content, c'est qu'on a voulu une sélection rajeunie. On a voulu donner le signe d'une orientation vers notre futur, notre devenir. Et puis nos jeunes, ils ne nous déçoivent pas. Ils montrent une belle image du basket martiniquais. On est vraiment très content du spectacle qu'on voit. Qui a répondu aux attentes. Si les jeunes du Centre fédéral étaient un peu en dessous de leur niveau habituel, décalage horaire oblige, les Martiniquais ont répondu avec leurs armes, combativité et vitesse. Ils auront rivalisé pendant 3 quarts temps avant de finalement céder 54-65. Pas de quoi rougir. Franchement, ça jouait dur. On a vu vraiment la différence de niveau quand même, parce que c'est des gars qui s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours. C'est quand même la crème vraiment de ce qu'on peut faire sur la France, quoi. Donc on a vu vraiment qu'il y avait une autre intensité. Ceci dit, on n'a pas été ridicule. Et franchement, c'était une bonne expérience. On a vu qu'on a pu mettre du rythme, on a pu rivaliser quand même au moins sur 3 quarts temps. C'était bien. Pour les 4 membres guadeloupéens du Centre fédéral, cette tournée a aussi un goût particulier. C'est enfin l'occasion de jouer devant sa famille, un moment inoubliable. Ça nous fait plaisir de revenir ici, de montrer aux jeunes ce qu'on apprend, et on est tombé contre une grosse équipe de la Martinique. Voilà, c'était vraiment un bon duel, c'est très bien. C'est pour montrer un peu ce que font les jeunes de leur âge, au même niveau, pour montrer l'excellence. C'est un peu un défi, on va dire, pour montrer qu'on a progressé en étant en France, et qu'on a envie toujours de montrer qu'on représente. Demain, l'équipe de France U18 s'envole vers la Guadeloupe pour un autre match de gala, avant de revenir au quotidien, la Nationale 1 dans l'Hexagone.
C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence comme promis au Morne-des-Esses à Sainte-Marie, un quartier traditionnellement passionné de vannerie, lieu idéal donc pour les ateliers consacrés à cet art ancestral. Depuis lundi, une série de stages y a commencé afin d'apprendre le tressage et pour faire rêver participants et autres curieux, un musée dédié à cette pratique a même été installé dans le quartier. Océlia Cartès et Elodie Toto sont allés y faire un tour au pays de la vannerie, regardez. Délaissée un temps au profit de matériaux modernes, la vannerie traditionnelle, comme de nombreux objets d'artisanat, revient au goût du jour. Souler, c'est changer pour mettre chablis. À la maison de la vannerie, tous sont d'accord sur un point, c'est un savoir-faire qu'il faut préserver. Je suis quelqu'un de très manuel d'une part et d'autre part je suis attachée à tout ce qui est transmission du patrimoine et ça m'a paru très intéressant de venir tester de mes mains ce qui se fait. C'est pour transmettre le patrimoine à mes enfants et garder le posséder, voilà. Ça n'existe pas dans ma famille, quoi. Donc il y a des familles qui ont des traditions. Là c'est la vannerie, mais dans d'autres familles c'est autre chose et c'est bien. Moi je trouve que c'est toujours bien de perpétuer les traditions. Yolène fait partie du collectif de Marinoises qui transmettent le patrimoine local. Les rudiments de la vannerie ancestrale commencent ici avec la découverte des végétaux utiles au tressage. Donc le cachibou comme la roman peut vous donner de grandes tiges de 2,50 m jusqu'à 4 m. Donc nous allons monter un peu plus haut et je vais vous faire une démonstration de la préparation du cachibou. La rouman, le cachibou, autant de fibres végétales connues des aficionados. Pour Yolène, voici une formidable occasion de transmettre ses connaissances. Je transmets à mes enfants, donc mes parents m'ont transmis et moi de mon côté je transmets à mes enfants. Et j'espère que ça pourra continuer de génération en génération. Changement de décor, c'est dans cet atelier que le gros du travail commence. Patience et vertu sont les maîtres mots. Donc le motif que tu vas réaliser là maintenant, c'est le motif la capresse, donc c'est l'association des 3 couleurs, donc le blanc, le rouge et le noir. En quelques heures, les participantes ont pu apprendre les différentes techniques de tressage, mais seul le temps permettra de réaliser un travail de titan. C'est une activité qui détend, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai peut-être une fibre artistique, je ne sais pas, mais bon. Je suis en train de réaliser le motif Petite Croix que je vais offrir à une des copines. C'est très émouvant de retrouver ces tissages ancestraux, de découvrir les motifs, de découvrir que ça fait des croix, comme expliquait Yolène, à travers les couleurs des montants. Donc je me retrouve avec des petites croix blanches et des petites croix noires. Et si vous aussi, vous avez envie de vous fabriquer votre accessoire, c'est jusqu'à ce vendredi à la vannerie du Morne-des-Esses. Attention aux coupures d'eau. Demain de 8 h à midi, le nettoyage annuel d'un réservoir d'eau entraînera la suspension de l'alimentation sur la route de Didier, au quartier Vieux-Moulin, au lotissement Berny et route de l'Union. Attention également à la qualité de l'air. Il ne fera pas bon respirer demain avec une note de 8 prévue par Madininer, soit un air mauvais. Évitez donc tout effort physique inutile et trop important, surtout si vous êtes sujet aux difficultés respiratoires. Enfin, ne cherchez plus votre bonne action de demain, ce sera d'aller donner votre sang. Pour le recueillir, le camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 9 h à 14 h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9 h à 16 h. Allez, on termine ce journal au Diamant, à la découverte d'un lieu où le temps s'est littéralement arrêté. L'espace muséographique est une caverne des souvenirs du XXe siècle, des trésors issus de la collection du père David qui a longtemps officié dans l'église de la commune. Visite guidée avec Hubert Bornil et Michelet François. Nous sommes au début du siècle dernier. Chacun se souvient du fameux porte-chambre ou encore le Dauban en descente de Saint-Pierre pour acheter Dauban ou bien tout simplement la fameuse histoire de Rara, la Semaine Sainte qui servait à annoncer la messe. Nous sommes dans le musée du père David au Diamant. Visite guidée. Le Diamant, ville d'accueil et d'histoire, une histoire qui se décline de différentes manières. Par exemple, dans ce musée, l'on peut tout apprendre sur les Amérindiens qui ont occupé le site entre le second et le Xe siècle. Ici, nous avons la féminine de d'Isaac, ou la petite Vénus, qui est une pièce unique en Martinique et qui était laissée en offrande par les Amérindiens pour remercier les dieux de leur avoir permis d'arriver jusqu'à cette île.
Cet espace muséographique, un véritable trésor pour la ville du diamant, l'héritage d'un certain père, Bernard David. Il est un ancien prêtre qui a séjourné au Diamant de 1970 à 1998, mais qui est arrivé en Martinique depuis 1952. Et dès son arrivée, il s'est investi dans notre culture. Plus précisément, il a appris à parler le créole. Il a écrit un livre en 3 tomes parlant des premiers prêtres qui sont arrivés en Martinique, de 1635 jusqu'à 1848. Ici, chaque objet raconte une histoire, celle d'un passé pas si lointain, cependant souvent ignoré. Ici, on retrouve le bateau qui est resté pendant combien d'années au Diamant-les-Bains. Ici, on a le piano que l'on connaît un petit peu moins, qui est une très belle pièce. Et puis là, le buste du roi des Indes, voilà. Donc en fait, il y a eu beaucoup de choses autour du buste du roi des Indes parce qu'il disait que c'était le roi d'Afrique. Et enfin, la merveille des merveilles, la faune aviaire du Rocher du Diamant. L'île qui a une longue histoire constitue un site majeur pour le regroupement de ces oiseaux appelés faux bruns. L'on estime qu'un millier d'oiseaux fréquentent le rocher, dont plus de 300 couples nicheurs. L'oiseau emblématique, la sterne bridée, que l'on appelle plus précisément le 3 août, a été beaucoup consommé dans les années 40-70. Alors cet oiseau a permis l'arrêté de protection de biotope qui empêche à quiconque de monter sur le rocher depuis 1994. Enfin, pour les scientifiques, la présence d'oiseaux marins est un excellent indicateur de la santé du milieu marin. Très belle visite, le musée du Père David que l'on peut visiter du lundi au samedi à Diamant. Merci Hubert, c'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.